Vous savez, c'est un pays qui a souffert, je pense, plus qu'aucun autre pays d'Afrique, parce que les conflits venant sur un fond de misère et d'insuffisance de développement, ça a conduit à la mort des enfants, à toutes les souffrances qu'on sait. C'est un pays qui est dans une position absolument centrale par rapport à tout le continent africain. C'est un pays qui a un potentiel considérable. L'avenir du continent africain se joue en bonne partie au Congo. En 1997, le régime du président Mobutu est tombé avec l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Mais aussi, il faut signaler qu'il y avait beaucoup d'armées étrangères qui étaient venues pour aider les protagonistes de l'époque. Nous avions l'armée angolaise, l'armée namibienne, l'armée zimbabwéenne qui était aux côtés du gouvernement de Kinshasa de l'époque. Nous avions l'armée rwandaise et ougandaise qui étaient aux côtés de rebelles de l'Est du pays. Le Congo allait très très mal à cette époque. Les Congolais avaient perdu de l'espoir alors que l'espoir était revenu après le changement de régime et qu'on se disait, bon maintenant enfin, on a réussi quand même à faire partir Mobutu. Maintenant, c'est une autre page qui s'ouvre pour le pays, pour reconstruire le pays après la mauvaise gestion de toutes ces années. Et donc, toute cette espérance qui était née du fait du changement de régime. Il ne faut pas non plus oublier toutes les victimes humaines que tous ces conflits ont fait. On dit qu'il y a eu 3 millions, un peu plus de 3 millions de Congolais qui sont morts de ces conflits, soit directement, soit indirectement. Ici, nous avons malheureusement une des plus grandes crises humanitaires dans le monde. 1500 Congolais qui meurent chaque journée pour les raisons évitables. Ça veut dire quoi? 45 000 par mois. Ça veut dire un tsunami asiatique tous les 6 mois. Tous les 6 mois. La MONUC, elle est une réponse d'abord à un conflit qui était un conflit international. Il y avait au Congo toute une série d'armées étrangères. Le Congo était divisé en deux, coupé en deux. La MONUC, c'est simplement une mission d'observation d'un cessez-le-feu. Et c'est au fil des crises que la MONUC s'est transformée pour devenir une mission, je dirais, d'appui à un processus de paix et finalement à la consolidation d'un État en République démocratique du Congo. Et la MONUC d'aujourd'hui a finalement très peu à voir avec la MONUC qu'avait imaginé le Conseil de sécurité en 1999. Le premier défi à l'arrivée de la mission était la consolidation du cessez-le-feu et la supervision du retrait progressif des troupes étrangères qui étaient déployées dans le pays. Ensuite, c'était la création d'un climat sécuritaire propice au dialogue intercongolais qui s'est tenu à Sun City. Après la mise en place du gouvernement de transition, l'accompagnement de la transition, la stabilisation de la situation sécuritaire. Le Congo est aussi un peu un laboratoire, je pense, pour les Nations Unies. Étant donné les défis énormes logistiques, nous sommes ici à Kinshasa, à presque 2000 km de nos militaires, de la brigade du Nord Kivu, du Sud Kivu. La MONUC définitivement est une mission très complexe. Nous sommes très loin des principes du maintien de la paix établis au milieu des années 50 par le secrétaire général de l'époque, M. Dag Hammarskjöld, où toutes les missions étaient pratiquement des missions d'observateurs limitées dans leur dimension et dans leur mandat. Aujourd'hui, la complexité de la MONUC est due essentiellement, bien sûr, à la dimension du pays, à l'état de l'infrastructure, mais aussi à la complexité de son mandat. Un aspect aussi important, c'est la mobilité.
Les missions de maintien de la paix qui existent aujourd'hui et qui ont toujours existé sont plutôt des missions statiques, où les contingents, les bataillons sont dans des campements, ne bougent pas beaucoup, mais ici il y a une mobilité certaine. Au jour le jour, les compagnies et les bataillons doivent bouger d'un endroit à l'autre pour accomplir le mandat qui est confié à la mission. Le rôle de la MONUC pour renforcer l'autorité de l'État, l'objectif, c'est quoi? C'est de sécuriser les citoyens. C'est de permettre à l'État, par des institutions soumises au respect de la loi, de régler les conflits entre les citoyens et de protéger les plus faibles contre les abus de ceux qui soit sont plus forts ou soit se sont accaparés le pouvoir de l'État parce que l'État était absent ou était faible. Pour adresser les violations des droits de l'homme, pour adresser la protection des civils, la renforcer, il faut faire taire les armes. Pour faire taire les armes, il faut que les institutions permettent à ce que les gens qui ne sont pas d'accord ou qui ont un problème à poser puissent le poser de façon pacifique, puissent avoir des espaces de communication, d'arbitrage, de discussion, sans avoir à recourir aux armes. Le problème des violences sexuelles a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde en a parlé, tout le monde venait ici, au point où même les Congolais étaient à un certain moment agacés. Ce qu'on a fait, c'est aussi de changer de perspective. C'est que nous avons, à chaque fois qu'on a rencontré, que ce soit les personnes qui viennent, ou les personnes qui nous rencontrent quand on voyage et qui nous parlent de ce problème, ou avec les autorités, nous avons dit que ce problème, si on veut le régler, on doit renforcer les institutions. Dans le cadre de l'exécution de son mandat, la police MONUC mène un certain nombre d'activités. Je vous dirais essentiellement dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est dans le cadre de la formation de la police congolaise. Parce qu'un des piliers de notre mandat, c'est le renforcement des capacités de la police congolaise. La police nationale congolaise de demain sera ce que les travaux de réforme vont entreprendre aujourd'hui. D'où l'importance de cela. Un des domaines importants aussi dans lequel la police MONUC intervient, c'est dans le cadre de la stabilisation à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que comme vous le savez, il y a le programme UNSS, qui est la stratégie de stabilisation et de sécurisation de l'est du Congo. Et dans ce cadre-là, évidemment, dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, la police joue forcément un rôle de premier plan. Après les opérations militaires, lorsque l'armée finit son travail, il appartient à la police de prendre le relais pour pouvoir s'installer, sécuriser les personnes et leurs biens. Nous, police MONUC, nous formons ces policiers congolais qui vont être déployés. Après leur déploiement, nous sommes chargés de les encadrer, de faire de l'advising, de les conseiller et d'organiser des patrouilles conjointes, police MONUC, PNC, et de pouvoir faire les axes prioritaires qui ont été définis pour pouvoir sécuriser aussi bien les policiers congolais qui sont déployés dans ces zones-là que les populations qui vivent dans ces zones pour les rassurer, pour enfin créer un climat de confiance et leur montrer que la paix est vraiment en train de s'installer et la sécurité est en train d'être garantie par la police nationale congolaise avec notre soutien, avec notre effort. La réforme du secteur de la sécurité. Nous avons dans ce cadre eu à entraîner déjà 12 bataillons des FARDC à Rwampara, Nyaleke, Luberizi, en Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Mais surtout ce que nous voulons, c'est que cet entraînement ne soit plus une action isolée, qu'elle rentre dans le cadre d'un programme global où nous pourrions entraîner les FARDC, les aider à trouver de l'équipement, mais surtout mettre en œuvre, coordonner l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse les aider à reconstituer les villes de garnison pour que les soldats de plus en plus aient une vie normale. La base d'un État et l'autorité de l'État revient toujours au secteur de sécurité largement défini, militaire mais aussi justice et police. Et sans cela, la stabilité du pays sera toujours en danger. Pour moi, ça c'est vraiment le grand défi pour l'avenir.
et j'espère que nous pouvons faire partie de la solution ou la réponse constructive à ce défi. J'ai blagué un peu, mais en sérieux au début, en demandant parfois les dirigeants, est-ce que vous savez l'importance d'une crise? Pourquoi il faut passer cette crise? Il dit non, non, non. Je sais parce qu'il y a une autre crise qui vous attend. C'est la nature des processus. Il y avait une crise majeure à Kisangani, c'était même, je peux dire, la première crise sérieuse que la mission a connue. Il y avait eu des exécutions extrajudiciaires menées entre autres par des officiers du RCD, notamment par le commandant de la place de Kisangani qui était à l'époque un certain Laurent Kunda. Je suis arrivé ici le samedi soir, le 5 juillet 2003. Et à 7 heures le lendemain, dimanche, le 6 juillet, j'ai fait ma première visite à Bunia. En partant cette semaine, j'ai fait 58 visites en Ituri. Et il y a eu des combats sanglants pendant pratiquement 8 jours, une bonne semaine à Bunia, où le bureau de la MONUC était pris entre deux feux, avec entre 3 et 5 000 habitants de la ville, de la population civile, qui s'étaient réfugiés donc, à la MONUC pour se protéger des combats. Donc quand on a dénombré les cadavres par la Croix-Rouge congolaise, aidée en cela par la Croix-Rouge internationale, il y avait 500 morts dans la ville de Bunia. 2004, c'était l'année la plus difficile pour nous à la MONUC. Il y a un moment là où on n'était même pas sûr que la mission pourrait continuer son travail. C'était la prise de Bukavu par Nkunda. C'était le massacre de Gatumba. On est encouragé, malgré les problèmes, malgré ce chapitre vraiment triste et regrettable des derniers 3 jours, on a le sens que le peuple veut maintenant ouvrir un autre chapitre. C'était surtout l'inquiétude qu'après tout cet investissement, ça va tomber en mer. C'est ça qui a donné le plus d'inquiétude. Mais après un certain temps, on savait déjà non, il n'y a rien qui puisse arrêter ce processus. Ça va aller en avance. Les affrontements se sont multipliés. Il a fallu, si vous vous en souvenez, qu'en septembre, la MONUC utilise la force, ouvre le feu à Nyanzale. Le CNDP avait occupé des positions qui étaient d'anciennes positions FARDC et malheureusement, il nous a fallu, après avoir averti le CND plusieurs fois, utiliser la force pour leur dire non, vous devez retourner aux positions qui étaient celles de l'acte d'engagement de Goma. La crise en province orientale a éclaté après le blocage qui s'est montré quand Joseph Kony, le leader du LRA, a refusé de signer les accords de Djouba. Le gouvernement ougandais a décidé de lancer des opérations militaires ensemble avec les FARDC. Ces opérations continuent par les FARDC actuellement avec l'appui de la MONUC. Nous avons plaidé depuis longtemps pour un rapprochement entre Kigali et Kinshasa. Finalement, ça s'est fait. C'est vrai, nous n'étions pas impliqués directement dans les pourparlers qui se sont faits au niveau bilatéral et qui continuent d'ailleurs. Et l'accord entre Kigali et Kinshasa a permis d'abord l'intégration du CNDP dans les FARDC et ensuite les opérations contre les FDLR. C'était une bonne initiative diplomatique
au crédit du gouvernement congolais, mais aussi au crédit de la diplomatie rwandaise. Il faut le dire, c'est les deux diplomaties, les deux gouvernements, les deux chefs d'État qui ont tenu à réaffirmer cela. Le 6 août dernier, quand ils se sont rencontrés à Goma, c'était d'abord la volonté politique, évidemment, de ces deux chefs d'État, appuyés par des Nations Unies. Mais nous avons toujours dit qu'il y aura une approche non militaire, à savoir un effort d'attirer, d'inciter les éléments du FDLR, et notamment ceux qui ne sont pas recherchés pour le génocide, de se rendre et de se repatrier au Rwanda. Et c'était toujours prévu dès le début. Ces opérations ont été sanctionnées par le communiqué de Nairobi signé par la RDC et le Rwanda en novembre 2007. Jusqu'à l'année dernière, le problème principal tel qu'il a été écrit dans les médias ici, c'était le CNDP. Aujourd'hui, c'est la première fois que les FDLR, qui est vraiment au noyau du problème de Kivu, se trouvent isolés de leurs alliés traditionnels aussi, du Pareco et des Maïmaï, qui ont rejoint l'armée nationale. Je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a eu un impact humanitaire, que ce soit le déplacement des populations, que ce soit certaines représailles, notamment par les FDLR, et parfois par des cas d'indiscipline par les forces armées de la RDC. Nous avons mis en place des dispositions pour minimiser, d'éviter au plus grand maximum l'impact sur la population. Nous avons déployé par exemple des équipes de protection, des équipes conjointes de protection. Nous avons implanté des bases temporaires par exemple dans 80 différentes localités à travers les Kivu, dans vraiment un effort systématique de protéger la population. La stabilisation est un complément indispensable à nos efforts sur le plan militaire. Donc, stabilisation passe par l'autorité de l'État, présence notamment de la police, la justice, mais aussi d'aider à améliorer les conditions de vie de la population. Il faut que la population voie certains dividendes de la paix, que ce soit école, dispensaire, route et stabilité. Tous ceux qui ont été sur le terrain dans les Kivu, qui ont vu les conditions de vie de nos soldats sur le terrain, qui ont vu le soutien que notre administration apporte aussi bien à la force qu'aux populations. Tous ceux-là ont été convaincus que la mission des Nations Unies au Congo fait un travail irremplaçable. Pour nos collègues nationaux, le legs le plus important, c'est le niveau de formation que la communauté internationale a pu apporter. Chaque fonctionnaire national aujourd'hui, travailleur sérieux, sait ce qu'il était au début, les connaissances qu'il avait et les connaissances qu'il a aujourd'hui et qui lui permettront, pour l'après-MONUC, d'avoir des opportunités d'emploi. La MONUC a légué ou va léguer aux Congolais beaucoup de choses. Parce qu'il suffit, dans cet espace de 10 ans, de prendre le Congo, ce qu'il était donc, il y a 10 ans, en 1999, et prendre le Congo aujourd'hui en 2009 pour voir la différence. De un, le Congo aujourd'hui c'est un pays unifié. On peut aller très facilement, sans problème, de Kinshasa à Goma, à Kisangani, à Bunia. On peut aller de Mbandaka à Lubumbashi. On peut circuler dans le pays sans barrière, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans. Il y avait des armées étrangères qui étaient sur notre territoire. Toutes ces armées sont rentrées dans leur pays. Donc on n'a plus des armées d'occupation dans ce pays. Ça, c'est un changement important. Et je pense que la présence de la radio Okapi a énormément contribué à la perception de ce que c'est que l'exercice de la liberté de la presse, à la perception de ce que c'est qu'un service public, un service d'intérêt public, à la perception, à améliorer la perception des Congolais de ce que doit être l'information publique dont les citoyens ont besoin pour pouvoir participer à la gestion du pays, parce que la radio Okapi a une forte audience, donc ça veut dire que Radio Okapi répond aux attentes des citoyens congolais par rapport à l'information. Les Congolais, en plus sur le plan politique, ont pu aller aux urnes. Ils ont voté en 2006. Ils ont élu démocratiquement leurs dirigeants, le président de la République, les députés pour le Parlement.
bon, on parle des élections locales et municipales qui devront se tenir dans les jours à venir dans ce pays. Ça, ce sont des changements réels qui sont intervenus grâce à l'apport de la MONUC, parce que vous savez, pour acheminer les urnes, pour acheminer les bulletins de vote dans ce pays qui est très vaste, de plus de 2 millions de kilomètres carrés, la MONUC a utilisé des gros moyens logistiques, des avions, des bateaux, on a utilisé des vélos, des véhicules pour acheminer les bulletins un peu partout. Ça, c'est le travail que la MONUC a pu faire dans ce pays. La MONUC essaye. Et nous avons, je pense, nous avons fait beaucoup parce que nous sommes en train, de former des militaires, des policiers. Nous essayons de travailler dans les prisons. Nous essayons de travailler avec la justice pour inculquer ces valeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier d'où vient le Congo. La RDC a connu la dictature 30 ans, où la loi ne s'applique qu'aux faibles. Puis il y a eu la guerre et la situation de conflit n'est pas terminée. Des violations massives des droits de l'homme ont décrédibilisé les institutions. Donc quand on parle au commun des Congolais de la justice, d'aller faire confiance à la justice de son pays, c'est pas évident. C'est vrai que par rapport à d'autres missions de maintien de la paix, c'est une grande mission, mais en chiffre absolu, c'est resté petit, c'est resté limité. Et le miracle, c'est que la MONUC, avec les moyens limités qu'elle a eus, ait réussi à avoir autant d'impact et d'influence sur les processus au Congo. Mais je dirais que l'idée que par la force des armes, une mission allait pouvoir écraser des rébellions ou repousser des forces, c'était irréaliste. Et je dirais que politiquement, ça n'a jamais été la conception des Nations Unies. La MONUC, elle doit gérer les attentes, elle doit être humble, elle doit reconnaître qu'elle n'est qu'un allié, une amie du Congo. Mais c'est pas elle qui va régler les problèmes du Congo. Les problèmes du Congo, les défis du Congo, ce sont les Congolais qui vont les relever.